Une bonne partie de ma vie à Saint-Louis et la génération à laquelle j'appartiens, celle qu'on peut appeler 68ards, doit beaucoup en termes de legs intellectuels, culturels et sociopolitiques à celle de Maniaï et des militants des années 50 et 60 qui ont grandement contribué à la lutte pour l'indépendance nationale, l'éducation et la formation de la jeunesse. Il me suffit de citer son ami Feu Boubacar Sall, directeur général et fondateur de l'IPG ici, qui a fait partie, je peux dire, de mes mentors à Saint-Louis et qui fait partie des personnes auxquelles il a dédié ce livre. Grand Bouba Sall était avec mon cousin Lamine Camara, des amis inséparables. Et c'est par ce duo que j'ai connu Mandiaye, Bouba Diallo ici présent, et tant d'autres. J'aurais pu citer Ablaye Bathily ici président, Ablaye Bathily du CESTI, d'autres comme Gabriel Jagomis, Ibrahim Adem, Golbert Diagne, etc. Ces aînés-là et d'autres nous ont beaucoup aidés. Je vais essayer, et j'aurais pu lui présenter d'ailleurs mon texte, puisqu'il est mon voisin à Ouakam, et ensuite on est dans la même association Arcao dont Maguey a parlé. On est dans le même bureau. Vous conviendrez donc qu'il est très difficile d'être objectif. Mais je vais essayer de l'être. La deuxième raison est à la fois politique et académique. J'ai suivi l'itinéraire du président Wade. Je l'ai fréquenté quand il était dans l'opposition. Et moi-même, à l'époque, j'étais secrétaire général du CS. Quand j'ai été aussi membre de la coalition Bok Yakar, qui avait en 1993 également participé aux élections. J'ai connu le président Wade également quand on était au moment dans ce qu'on a appelé Bok Sopi, éphémère. Et aussi quand j'étais membre du Front d'action de la société civile, quand en 2000, j'étais président du Congad avec Alioune Tine, Mam Adama et Mazid. On a essayé de faire en sorte, et régulièrement on le rencontrait, pour que le fichier puisse être considéré comme un fichier valable. Le président Wade, je l'ai rencontré également à la suite de l'alternance à 2 reprises. La première année de l'exercice de son pouvoir en 2000, dans une délégation du Congad, et la dernière fois en 2011, quelques mois avant sa défaite. Alors, durant cette longue période, j'ai eu la chance d'échanger avec des adultes aussi qui l'ont bien connu à différents moments de sa vie. Quand le président Wade était étudiant en France, enseignant à l'université de Dakar, avocat, expert, consultant à travers le monde. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'avec le président Wade, on a eu des échanges parfois sereins, fructueux, parfois houleux et confus. Alors, pour cette raison, aussi, l'exercice n'est pas très facile. Bref, pour parler du livre, le roi, l'empereur, Wade est un personnage central du livre, avec le trône qu'on voit et sa couronne. Le décor que vous voyez, qui est coloré, de la couverture en vert, jaune pâle, rouge foncé, sans étoiles, sans baobab, semble indiquer qu'il s'agit d'une réflexion sur Machiavel des tropiques. Déjà, la couverture annonce la couleur. Je ne sais pas qui a choisi, comment, mais cette couverture-là, où le Sénégal est là, sans étoiles, sans baobab, ça indique déjà que ça va chauffer. Reconnaissons d'emblée qu'il est difficile de ranger le livre dans une catégorie classique.
S'agit-il d'un pamphlet écrit satirique, généralement court et violent, dirigé contre quelqu'un, en l'occurrence Wade, contre une institution, son régime, contre un groupe, l'oligarchie qu'il avait créé autour de lui? Amath Dansokho, à qui l'auteur a rendu hommage dans ce livre, a relevé ceci. Le livre est très bref par sa taille, plus de 240 pages, comparativement aux deux autres livres. Magueye en a parlé. Mais Amath ajoute que l'auteur a traité de beaucoup de problèmes de société, généralement tabous. J'y reviendrai. Et ce n'est pas le moindre mérite de ce livre. Il en est ainsi de la question maraboutique et des sermons scandaleux de certains chefs religieux rétribués pour donner une onction religieuse à leur mobilisation pour Abdoulaye Wade. Il en est de même pour la dénonciation des actes de violence contre certaines minorités et la persistance des préjugés rétrogrades en violation des droits de l'homme. Là, je cite Amath Dansokho qui fait la préface. De ce fait donc, le livre peut être considéré comme une adresse au peuple sénégalais sur des questions de valeurs, sur les institutions, sur le travail, le dialogue social, la justice, etc. J'ai beaucoup aimé le débat sur la peine de mort qu'il a soulevé ces jours-ci. Toute la presse en parle. Sur l'homosexualité, le débat dans notre pays, etc. Donc tout ça, c'est dans le livre. Il s'agit, à mon avis, plus qu'un pamphlet. Il s'agit d'une diatribe qui intègre, avec des développements doctrinaux, la défense des institutions républicaines, démocratiques, etc. Et c'est là, à mon avis, où réside l'originalité du livre. L'auteur ne s'en cache pas. Il a voulu, à travers l'ouvrage, contribuer à mettre un terme, je cite, à l'alternance marquée du sceau de Wade pour une alternative plus salutaire et plus crédible. C'est donc logiquement que les dernières pages soient consacrées à un avertissement. Les dernières pages, c'est un avertissement à qui, vous comprendrez, à qui. La précieuse victoire du peuple sénégalais le 25 mars 2013 est un avertissement donné à tout pouvoir qui voudrait demain tenter d'imiter un tant soit peu la pratique monarchiste, antidémocratique et peu vertueuse que nous avons connue avec Abdoulaye Wade qui vient d'être balayé maintenant, je cite, Mandiaye. L'ouvrage apparaît, on peut penser, un recueil d'articles mis en spirale. Il est très pédagogique, andragogique je devrais dire. On note au fur et à mesure des questions et on trouve les réponses ou les esquisses de réponses en cours de lecture. Alors pourquoi j'ai parlé de spirale? Parce qu'en suivant le plan qu'il annonce dans son avant-propos, l'auteur commence par la genèse de l'alternance. Il explique le long processus qui a conduit à l'alternance de 2000. Le rôle des partis de gauche qui ont su surmonter leurs contradictions, leur dispersion antérieure, l'effort dans l'élaboration d'un programme, comme le programme commun en France, la division au sein du PS, le départ de gros calibre, Djiboka, Niasse, l'insatisfaction des populations porteuses d'une forte demande sociale, le corps électoral consensuel, un ministre de l'Intérieur neutre, un général de l'armée à la retraite, le général Cissé. Voilà les éléments qu'il pose pour expliquer l'alternance. Dans cette partie, l'auteur n'a pas manqué de vigilance. Il a souligné les insuffisances de l'opposition et son manque de vigilance, l'absence d'un dispositif d'encadrement et de contrôle, des questions sur le choix du capitaine d'équipe, des questions d'éthique. Il insiste sur les critères de choix d'un leader, sur sa crédibilité, la connaissance de son passé. Bref, il montre que la victoire a eu lieu. C'est vrai, le peuple a exprimé sa joie, on a fêté, mais le réveil a été brutal. Et la deuxième partie est consacrée au réveil, moi je dirais le réveil dans la douleur. Et à ce niveau, tout à l'heure je pense que Mandiaye pourra répondre, on peut relever une apparente contradiction. Le réveil, est-ce qu'il peut être brutal alors que lui-même, Mandiaye,
insiste sur le fait que le processus de désillusion s'est fait par étapes. Je cite Maniaï, il parle des Sénégalais, il découvrait au fur et à mesure, il dit que les révélations venaient une à une, etc. Je me demande si le réveil n'a pas été lent. En fait, l'auteur dégage bien les linéaments de la descente aux enfers. Et je cite les éléments qu'il donne dans le livre. La cérémonie de prestation de serment. Je crois qu'il fait partie des rares... Latif, je crois qu'il faut lui reconnaître ça, fait partie des rares journalistes. Je fais partie peut-être aussi de ces citoyens qui, dès la prestation du serment, se sont dit où est-ce qu'on va. Donc, Maniaï rappelle ça. Prestation de serment, la substitution de programme, le naufrage du Diola, dans la 6e partie, la loi relative à la vice-présidence, l'infraction à la loi au code électoral, sans oublier l'affaire Segura, le refus du bulletin unique à l'élection présidentielle. Donc, il donne un certain nombre de faits qui expliquent cela. Bref, cette gouvernance nauséabonde dont il parle, pour reprendre ces termes, devait inciter le peuple sénégalais à voter en février 2012 contre le régime de Wade. L'auteur est conscient qu'il faut s'appuyer sur d'autres valeurs et reconstruire les institutions. La 3e partie du livre est consacrée aux institutions fondées sur les valeurs républicaines, sur la laïcité, la démocratie, la lutte contre la corruption, la dépravation des mœurs, le mensonge, le parti pris manifeste clanique ou confrérique, les passe-droits, l'enrichissement illicite. Le régime de Wade a mis en place une oligarchie de médiocres, je cite, de prédicateurs de type violent. Il a cultivé la transhumance, le népotisme. Son état libéral fut une république bananière, je reprends également le terme. La 4e partie est un développement des mots qui ont gangréné la société sénégalaise: l'argent, la corruption, la promotion, les privilèges, le larbinisme. L'auteur insiste sur les leviers du système et les mécanismes, les fonds politiques et les fonds secrets. Et puisqu'il faut bâtir, il fait un retour sur l'État. 5e partie est consacrée à l'administration générale et à la fonction publique sous Wade. Alors là, il y a une confusion monstre qui s'est installée au Sénégal. Il y a eu un traitement dégradant envers des fonctionnaires méritants. La destruction ou la conservation des archives, l'éclatement et la récréation des collectivités locales. Bref, incohérence, absence d'unité et de coordination dans des mesures prises et commandements morcelés, cacophonie totale. L'auteur a fait une analyse très fine de ce désordre organisé. De fait, et là il a fait une très bonne analyse, il s'agit d'opportunités de création de marchés juteux, de gré à gré. Bref, l'oligarchie qui profite de tout cela est bien décrite. Je renvoie au livre. Le résultat de ce démantèlement conduit à l'insécurité générale. La 6e partie, violence, injustice, insécurité ambiante, des développements permettent de revenir les développements permettent de revenir sur le passé de l'homme Wade, son rapport à la violence durant son séjour dans l'opposition, son rôle et ses attitudes dans l'assassinat de Medsey et la liste des crimes du régime du président Wade de 2000 à 2012, depuis l'assassinat de l'étudiant Balla Gaye en 2001 jusqu'à celui de Mamadou Diop en 2012. Le pouvoir, pendant 12 ans, ne s'est pas consacré aux questions essentielles qui intéressaient et intéressent le peuple, à savoir l'emploi, la nourriture, l'eau, l'électricité, l'environnement sain. Ainsi, la 7e partie est consacrée à l'emploi, aux syndicats, à l'entreprise nationale, à la démocratie sociale et au coût de la vie. Wade n'a pas respecté ses engagements de création de millions d'emplois. Il a créé des scandales effroyables dans le domaine foncier. Les déflatés et les chômeurs n'ont pas été heureux. Agences, fonds et mutuelles sous l'ère Wade n'ont pas répondu aux attentes des jeunes et des travailleurs. C'est pourquoi son régime, dit-il, doit être balayé et jeté dans les poubelles de l'histoire. La 8e partie consacre le retour sur des questions institutionnelles. Vous voyez pourquoi je parle de spirale, ou le despotisme éclairé de Wade. Pour l'auteur, il faut restaurer la République.
Maniaï est un acteur des assises nationales et du M23 et il est d'avis qu'il faut se mobiliser pour frayer la voie à la deuxième alternance post-indépendance. Il félicite le M23 pour ses acquis et l'invite à l'humilité, à une meilleure organisation. L'auteur fait un plaidoyer pour la politique au sens noble du terme. Il rend hommage à Amath Dansokho pour son engagement et sa constance dans les combats républicains, démocratiques et sociaux. La conclusion, le verdict est sans appel. Abdoulaye Wade doit dégager, doit être éliminé d'office pour l'élection présidentielle à cause de son bilan négatif et catastrophique. Je termine, Monsieur le Président, par quelques questions et suggestions. Après la lecture, on peut poser quelques questions. D'abord, à propos, je pense que Mandiaye pourra y revenir, de la faiblesse des informations sur le passé du président Wade. Je pense que les éléments qui figurent à la page 23 auraient pu être nuancés. Est-ce que le leader de l'opposition n'avait pas assez d'informations sur le président Wade? Amady Alidien a produit un ouvrage remarquable sur la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire, et donne des informations éclairantes sur la vie militante de Wade étudiant. Mieux, un film produit par Cheikh Tidiane Ndiaye, un ancien de Sud Pro, film que j'ai vu, peut-être que Mandiaye a vu, permet d'en savoir un peu plus sur la pérégrination politique de Wade, ses relations avec le MLN de Kizerbo, avec le PRA de Abdoulaye Ly. Mieux encore, des échanges avec certains de sa génération auraient permis d'en écrire un peu plus sur ses relations avec Majmoud Diop, Cheikh Ante Diop, Saliou Kandji, et le soutien que leur a apporté un moment précis Gaïndé Fatma. Wade n'était pas un bébé politique. Il a bourlingué, il a travaillé avec certains de ses leaders. À mon avis, c'est cet itinéraire qui peut expliquer le populisme de Wade, ses positions qui peuvent varier de l'extrême gauche à l'extrême droite. Cette transition permet de réfléchir sur les succès relatifs de Wade. Quelle articulation entre son tempérament, ses valeurs et certains tares de notre société? Heureusement que Mandiaye lui-même a fait un effort pour montrer que le cas Wade s'explique parce qu'il y a un terreau fertile dans le pays et dans certaines catégories sociales. Ce qui explique l'oligarchie qui l'a entouré. À mon avis, l'auteur aurait dû davantage analyser les raisons du succès de Wade lors de la présidentielle de 2007. Je fais partie des gens qui pensent que s'il y avait 15 tours en 2007, Wade aurait gagné encore les 15 tours. Je crois que sa victoire de 2007 doit nous faire réfléchir. Pourquoi il a gagné en 2007? L'utilisation qu'il a fait de l'appareil d'État est une piste de réflexion profonde, de même que les faiblesses de l'opposition d'alors. Mandiaye a fait des développements sur la nature de l'État en général, africain en particulier, sur l'origine des fonds secrets. Ne faut-il pas aller au-delà du caractère, parce que Mandiaye a analysé ce problème. Il dit le caractère volontariste et généreux des premiers États engagés dans la lutte anticolonialiste. À mon avis, il faut revenir sur l'histoire des institutions politiques, surtout sur la tradition romaine et napoléonienne, qui, il faut le reconnaître, porte les stigmates des mutations liées au passage de royauté à la République et enfin à l'Empire, avec une longue tradition de caisses publiques et de caisses privées. On a hérité de cette tradition française, napoléonienne, la caisse publique et la caisse privée, avec toutes les conséquences que l'on peut mesurer encore. Sur la nature de l'État, surtout sénégalais, même s'il a fait un effort de nuancer à propos de l'apport du président Dia, je pense que ce serait intéressant de tenir compte. Magueye a parlé du livre de Sadio Kabara sur le comportement de l'État, même sous le régime du grand Maodo. Je crois que l'avantage du livre de Sadio, c'est que même l'État, sous le président Dia, a eu un comportement qui a été terrible. Et c'est le même État qui est là à ce niveau. Bref, pour avoir soulevé toutes ces questions, l'ouvrage de Mandiaye mérite une large diffusion. Là, je fais un clin d'œil à l'Harmattan. Cet ouvrage bien écrit, avec de belles et pertinentes citations littéraires, fait partie de ceux qui peuvent clore la série, à mon avis,
sur les années Wade et ouvrir celle sur l'ère du nouveau président Macky, puisque l'ouvrage se termine par avertissement. Si l'ouvrage est à rééditer, je pense qu'il faudra effectivement tenir compte de tous ces éléments et d'autres que je transmettrai à l'auteur. Je vous remercie. Très bien, merci. Avec en plus toujours un accueil chaleureux. Je remercie aussi M. Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan, qui ne ménage aucun effort pour organiser les séances de présentation et de dédicace des livres édités par sa maison. Et ainsi, il m'a fait de l'amitié de prendre l'initiative d'organiser aujourd'hui cette séance de dédicace. Ensuite, je formule des remerciements à l'endroit du camarade Ahmad Dansoko, ministre d'État, pour avoir accepté de préfacer cet ouvrage. Il l'a fait à double titre, parce qu'il est acteur permanent de la vie politique depuis plusieurs décennies, mais et surtout encore comme témoin vivant de tous les événements dont il est question dans le livre. Naturellement, je remercie aussi le professeur Bouba Diop, qui a accepté avec plaisir de faire la présentation de l'ouvrage. Malgré toutes les multitudes de préoccupations professionnelles et autres tâches de régulation qu'il assume avec discrétion et humilité dans notre espace social globalement. Je lui témoigne ici en votre présence toute ma reconnaissance et mon amitié. Enfin, je remercie également le professeur Magaï Kassé, camarade et ami, pour avoir accepté de présenter l'auteur. En effet, nous avons cheminé ensemble pendant une longue période comme militants. D'abord au sein du PAI Sénégal et ensuite du PIT Sénégal. Une période durant laquelle nous avons partagé des joies et des peines, sans jamais douter de l'avenir, à cause de nos fortes convictions communes et aussi de notre engagement pour un idéal commun au service de notre peuple. Je voudrais alors brièvement camper l'ouvrage sous le triptyque ci-après: autocratie, impunité et perte de valeur. Pourquoi le sous-titre du livre, Le pouvoir de Wade, autocratie, impunité et perte de valeur? J'ai réalisé cet ouvrage, qui est mon troisième du genre, en tant qu'acteur de la vie politique et sociale, et puis, comme l'un des témoins parmi tant d'autres, d'avoir été aussi parmi ceux qui ont vécu la pratique politique peu recommandable de Maître Wade, avec l'œil d'un observateur attentif aux faits. À ce titre, j'exprime alors, à travers l'ouvrage, la somme d'une expérience que je souhaite partager avec mes lecteurs. En effet, Maître Wade fut un opposant pendant 26 ans. Ensuite, il a eu à diriger notre pays durant 12 longues années, qui furent pénibles pour la majorité des Sénégalais, ou alors pour ceux qui ne vivaient que du fruit de leur labeur. Et malgré tout cela, le résultat auquel il est parvenu, après 38 ans d'activité politique intense de façon ininterrompue, est quasiment un désastre ou une catastrophe pour notre pays, par rapport aux attentes auxquelles nous avions légitimement droit. C'est ce que j'ai voulu résumer dans ces trois termes clés: autocratie, impunité et perte de valeur. Et j'ai tenté aussi, autant que faire se peut, au cours de cet exercice, de mettre en relief les conséquences néfastes qui ont engendré dans la vie économique et sociale des citoyens de faibles conditions, qui sont incontestablement les victimes les plus frappées par leur impact négatif. Certains pensent ou penseront sans doute que c'est un acharnement que je fais sur l'homme. Mais en vérité, il n'en est rien. C'est simplement qu'il me semble juste, et même être un devoir citoyen, de dévoiler certaines facettes que Abdoulaye Wade nous avait dissimulées tout au long de sa quête du pouvoir et pendant l'exercice de celui-ci. Bien des réalités gravissimes de gestion peu vertueuse de nos ressources et autres ignominies dans la gouvernance publique étaient hélas soigneusement cachées jusque-là à bon nombre de citoyens parmi nous. Il est alors utile et très important pour que nous en tirions toutes les leçons qui s'imposent pour l'avenir. Voilà pourquoi il m'importe surtout de prévenir et d'alerter les Sénégalais à devoir débusquer et démasquer de tels dirigeants nuisibles pour leur peuple,
Maître Wade est bien l'un de ceux-là. On se le rappelle encore, quand en quête forcenée du pouvoir, il nous promettait monts et merveilles, ainsi qu'une gestion rigoureuse de nos ressources et des libertés démocratiques pour tous. Mais une fois installé au pouvoir, il l'exerça personnellement avec gabegie, en dehors de toute règle démocratique et républicaine. Pourquoi autocratie? Parce que Maître Wade, bien qu'étant élu démocratiquement et ayant accédé au pouvoir de manière légale et transparente, s'est considéré au fil du temps comme un homme providentiel irremplaçable et non plus comme un simple élu du peuple. Et fort de l'appui borné de ses laudateurs inconditionnels, qui ne tarissaient pas d'éloges sur lui, il prit ainsi ses rêves fous et les dires de ses affidés pour de la réalité. En fin de compte, si nous nous référons aux actes qu'il posait au quotidien, dont la plupart sont en marge de la légalité républicaine et constitutionnelle, il est évident que son attitude était bien, ou semble être, celle d'un roi sans couronne ni trône. C'est ainsi qu'il a cru que plus rien ne lui était interdit pour gérer notre pays en roue libre et agissait dans les faits à sa guise. À la limite d'ailleurs, pour lui, le Sénégal était devenu, entre parenthèses, le royaume des Wade et les Sénégalais, leur simple, entre parenthèses, sujet. Pourquoi impunité? Se considérant naïvement comme un véritable souverain, il n'était plus dès lors, à ses yeux, un justiciable. Ainsi, aucune juridiction ne pouvait et ne devait être opposée contre sa personne, tant physique que morale, parce qu'il se considérait comme étant au-dessus d'elle. Et prenant cela comme une réalité évidente, Maître Wade mettait entre parenthèses toutes nos institutions dans leur entièreté, à chaque fois que celles-ci ne répondaient pas à ses désirs personnels, qui souvent étaient contraires et même de manière flagrante aux lois en vigueur dans la République. Ce qui présume qu'il y avait là une intention préméditée de Maître Wade de violer délibérément les lois. Et c'est effectivement ce qui s'est bien produit durant ces 2 mandats. En fait, pour lui et sa cour, il n'était en aucune façon punissable et pouvait alors bien disposer des Sénégalais ainsi que des ressources du pays, comme bon leur semblait, sans courir aucun risque de sanction pénale, tout le temps que Maître Wade resterait au pouvoir. Tout simplement parce qu'il se considérait comme étant hors des lois en vigueur dans la République. Et pour eux, celles-ci étaient faites et destinées uniquement à punir les autres citoyens ou, entre parenthèses, sujets, et non aux membres de la cour royale, entre parenthèses, des Wade. Il est bien établi que durant 12 ans de sa mandature, aucun des membres de sa famille ou de ses proches amis n'a été inquiété et traduit en justice pour délit de malversation, d'escroquerie ou de crimes odieux, etc. Et cela, il est loisible à toute personne de bonne foi d'en faire aisément le constat. Et même si par hasard, certains parmi les cités le furent, ils ont été aussitôt libérés dès l'accession au pouvoir de Maître Wade. Et durant son règne, ce n'était pas par faute d'existence délinquants avérés en tout genre parmi ceux-là. Non, bien au contraire. Le fait qu'ils furent tous couverts et assurés totalement par Maître Wade de ne pas être inquiétés malgré la gravité de leurs délits est l'expression achevée d'une impunité caractérisée d'un déni de justice. Cet état de fait ou de grâce a été un environnement favorable pour le clan Wade et ses affidés qui trônent au pouvoir, de piller systématiquement sans commune mesure ni état d'âme les ressources essentielles de notre pays, assurés qu'ils étaient d'avance d'une impunité totale. Cette garantie ou assurance d'impunité sous Maître Wade a encouragé une bande organisée au sommet de l'État à commettre toutes sortes de forfaitures et de magouilles au cours de cette période dans notre pays. Et évidemment, c'était la voie ouverte à tous les vices qui jadis étaient condamnés par la morale, comme par exemple le vol, le mensonge, l'escroquerie, etc. Cette pratique malfaisante est attestée aujourd'hui par la découverte du gouffre à milliards dont nous avons toutes les peines du monde à démêler les écheveaux jusqu'ici. Nous avons commencé récemment
dans l'affaire des biens supposés mal acquis et de l'enrichissement illicite à découvrir quelques pistes indiquant quelques refuges des paradis fiscaux à travers le monde où ces prédateurs auraient planqué leur butin. Pourquoi perte de valeur? Mais quand un homme vous déclare toute honte bue et sans embâge que mes promesses n'engagent que ceux qui y croient, quel traité de confiance pouvait-on conclure dans un esprit tranquille avec un tel personnage? Et de surcroît, quand il vous en rajoute, ma waxoon waqet bok, c'est-à-dire textuellement, si c'est moi qui l'avais dit, alors je me dédie, un point, c'est tout. Dans le cas d'espèce, on peut bien affirmer que dorénavant les vices se substituaient à nos véritables valeurs. Alors de facto, dans notre pays, sous le règne de Wade, le vol, le mensonge, l'escroquerie, le gain facile ou illicite, etc. Toutes ces contre-valeurs-là, ils sont maintenant banalisées et deviennent d'ailleurs monnaie courante. Elles n'y sont plus considérées au regard de la morale à la Wade comme des fautes ou vices, mais bien, entre parenthèses, des valeurs qui permettent à tout individu amoral de s'enrichir indignement et sans état d'âme. Comme ceux-là qui disent « Khalis, ken du ko liggéey, dañ koy lijjanti ». Quel dommage, n'est-ce pas une catastrophe amorale et perdition totale d'éthique. Et pourquoi? Et pour conclure, à n'en pas douter, le vol et le mensonge ont été deux vices parmi ceux qui étaient les plus pratiqués sous le règne de Wade. Ces deux vices, équivalents d'ailleurs comme mal, ne se différencient en fait que dans la manière d'opérer. C'est-à-dire que le premier est un acte commis, tandis que le second est sous une forme d'expression verbale. Mais leur finalité comme vice est la même. L'inégalité sociale criarde et incontestable que nous avons tous bien notée dans la redistribution du produit national, œuvre commune de nous tous, aux citoyens de toutes conditions, se fonder sur un parti pris manifeste systématisé de Maître Wade en faveur d'une catégorie donnée aux dépens de la grande majorité. Ceci a été décrié et fut l'objet d'énergiques protestations, de maintes et vives dénonciations par d'honnêtes citoyens libres et des patriotes de notre pays. Il est bien évident qu'une société dominée par de telles forfaitures et pratiques contraires à l'éthique, à la morale, à la justice sociale, à l'équité et en un mot à toutes les vertus intrinsèques d'une société normée, perd assurément ses valeurs sûres les plus chères. Et notre pays, sous Wade, s'acheminait précisément et de façon inexorable vers la situation d'un pays en perte progressive de ses valeurs cardinales, avec le risque de devenir une société sans valeur de référence sociale et complètement déshumanisée. C'est cela ma conviction profonde du pouvoir de Wade. Et au-delà de cette situation que nous avons relatée, en bref, d'autres questions d'actualité brûlantes et sociétales ont été aussi abordées dans l'ouvrage. Vous pourrez les découvrir au cours de votre lecture. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.